Au menu ce soir, un nouvel ultimatum. Si le détroit d'Ormuz n'est pas débloqué d'ici demain soir, Donald Trump menace de détruire l'Iran en une seule nuit. La face cachée de la Lune se dévoile aux astronautes d'Artémis, qui sont les premiers à se rendre aussi loin de la Terre. Et 3 ministres de plus, est-ce que ces appuis de dernière minute seront suffisants pour Bernard Drinville? On en parle avec nos débatteurs. Dès 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, justement, ils sont les débatteurs. Autour de la table en ce lundi, on a Frédéric, Alain, Déborah, Victor. Bonsoir à vous quatre. On n'est pas en congé, nous, ce soir. Non. Merci d'être en poste. Les mots de l'actualité, on y va avec Alain et Victor ce soir. Alain, déception. Ouais. Déception pour tous les fans de Lady Gaga qui devaient l'avoir à son 3e spectacle qu'elle donnait à Montréal. Virus respiratoire qui est officialisé. Puis je pense particulièrement à tous ceux et celles qui se sont déplacés de loin en région. Même on sait que des gens d'Ontario, des États-Unis, même de France, supposément, qui avaient fait le voyage. Donc, des coups pour eux, mais bon. Ouais. Et une grande déception. On l'a vu sur les réseaux sociaux dès que l'annonce a été officialisée. On pense à vous. Victor, mandat. Mandat parce que nous avons appris aujourd'hui qu'une nouvelle ministre ne solliciterait pas de nouveau mandat. Isabelle Charest, l'ancienne olympienne, qui a décidé de ne pas en solliciter un. Oui. Et ça veut dire que le ou la prochaine chef aura l'embarras du choix aussi pour amener une espèce de sang nouveau, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont annoncé le fait qu'ils ne seraient pas candidats. Si j'ai bien compté, 8 actuels ou anciens ministres ont déjà dit qu'ils ne se représenteraient pas. Alors, ça fait beaucoup de changements à venir. De la place. Bon, un qui n'a pas du tout l'intention d'abandonner, c'est le président américain. En ce 39e jour de guerre, Donald Trump a de nouveau menacé l'Iran. Il n'a pas mâché ses mots, d'ailleurs. Il affirme que le pays entier sera détruit si aucun accord n'est conclu et si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Et l'Iran a, selon ce nouvel ultimatum, jusqu'à demain soir pour obtempérer. Résumé, Sabrina Rivet. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Et ce que le président américain menace de faire, eh bien, c'est de détruire tous les ponts et de mettre feu aux centrales électriques d'ici demain minuit si l'Iran n'accepte pas un cessez-le-feu. Et l'enjeu, c'est que plutôt aujourd'hui, il y a eu une ébauche de cessez-le-feu de 45 jours, mais l'Iran l'a rejeté et souhaite une fin définitive des bombardements. D'ailleurs, dans le cadre d'une conférence de presse aujourd'hui, pour faire une mise à jour sur l'Iran, le président américain a expliqué que tout projet d'accord, en fait, de cessez-le-feu, eh bien, ça devait aussi passer par la réouverture du détroit d'Ormuz. L'ouverture du détroit d'Ormuz est donc sa priorité. Il a aussi été questionné sur le fait que l'Iran menace d'instaurer en fait un péage dans le détroit d'Ormuz, mais il a dit que ce n'était pas au régime islamique de le faire, mais aux États-Unis parce que ce sont eux les vainqueurs. On va écouter Donald Trump. We've been dealing with these people for 47 years. I'm standing here with a much more powerful Iran as of a month ago, not anymore. Right now, they are decapitated. So it's not something I like doing. It's very dangerous, and we're getting them at the height of their strength. Ouais, d'ailleurs, Donald Trump qui est revenu aujourd'hui sur le sauvetage de 2 pilotes en Iran et l'a qualifié d'historique. L'opération des 2 pilotes a duré au total 45 heures et 56 minutes. Le secrétaire américain à la Défense a dit que l'opération avait été lancée 2 heures seulement après que l'avion F-15 a été abattu. Il y a des manœuvres de diversion pour secourir le pilote qui ont été réalisées. Il y a plus quand même de 150 avions qui ont été envoyés. These are not routine operations. They were high-risk, high-stakes missions conducted in the heart of enemy territory. This was not just barely into Iran. This was deep into Iran, involving coordinated strikes to suppress threats, deception tactics to protect our teams, and full synchronization across air, ground, and special operations. The Iranians are still asking themselves right now, how did the Americans do this? Et d'ailleurs, demain, il y aura un autre point de presse concernant justement la situation en Iran. Avant de parler de l'ultimatum, parlons de cette opération de sauvetage. Les États-Unis se devaient, Déborah, d'aller secourir ces 2 pilotes? Je pense que oui. Et même, c'est une opération qui a été qualifiée de spectaculaire, d'historique même par l'administration Trump. Et quand on voit les chiffres, on vient de le rappeler, 45 heures et plusieurs minutes. On parle de 170 avions qui ont été mobilisés pour secourir ces 2 militaires. On salue les efforts pour les sortir de la situation. C'est peut-être des efforts qu'on peut qualifier aussi d'exceptionnels.
excessif. Moi, j'y vois également peut-être même une démonstration de force aussi des États-Unis, parce qu'on se rappelle, au début du conflit, Trump disait qu'il fallait se préparer à la perte de vie de soldats américains. Et je pense que ça avait été moins apprécié, ce commentaire. Quel genre de message, justement, les Américains ont voulu envoyer avec cette opération-là, Alain? Moi, je dirais que c'est surtout pour tous les soldats de l'armée américaine, en leur disant, bien, si vous vous battez pour notre pays, pour nos valeurs, pour les guerres qu'on a choisi de faire, on sera là advenant le cas. Fait que je pense qu'en termes de solidarité, c'est un peu aussi le message, bien plus, moi, à mes yeux, qui est envoyé à tous les soldats qui pourraient aller au front, là. Parlons maintenant de l'ultimatum qui a été lancé. Est-ce que tu crois que l'Iran pourrait rouvrir, Frédéric, le détroit d'Ormuz d'ici demain? Du fait des menaces de Trump. En anglais, on appelle ça idle threat. Tu sais, le parent au restaurant qui dit « Michel, si tu fais pas ci, tu vas en manger une. Michel, si tu fais pas ça, il va arriver ça. » Puis il se passe jamais rien. Là. Ben, c'est ça, Donald Trump. Il arrive à un moment donné que l'Iran n'est pas stupide, ils vont pas tomber dans le panneau. Tout ceci ne sont que des menaces paresseuses. On pourra en parler mercredi. Donc, tu penses pas que, Victor, toi non plus, que l'Iran pourrait capituler? Ce qu'on ne veut pas entendre du côté des Américains, c'est qu'il n'y a pas de lendemain pour le régime iranien. La capitulation du régime devrait passer par un régime qui se préoccuperait de sa population. Elle ne le fait pas, ni de sa population, ni de ses alliés, ni du reste du Moyen-Orient. Et donc, pour eux, il n'y a pas de lendemain, donc il n'y a pas de capitulation possible. Donc, OK. Et qui pense à main levée que c'est un bluff de Donald Trump aujourd'hui? Oui? Oh, à l'unanimité. C'est un petit sondage comme ça, express. À suivre demain, bien sûr, on va suivre ça dans l'heure, cette situation-là. Journée historique pour l'exploration spatiale. L'équipage d'Artemis survole présentement la face cachée de la Lune, en plus d'avoir battu le record de la plus grande distance dans un vol habité. C'est ça, entre autres, l'aspect historique aujourd'hui. On va faire le point sur cette journée marquante avec l'astrophysicien Robert Lamontagne qui est avec nous ce soir en direct. Bonsoir, Monsieur Lamontagne. Bonsoir. D'abord, cette face cachée, c'est pas la première fois que des astronautes la survolent. Quelle est la différence cette fois-ci? Pour la première fois, les astronautes avaient une vue d'ensemble. Ils ont survolé l'arrière de la Lune, le côté de la face cachée, à une altitude d'environ 6000 km. Les fois précédentes où ça s'est fait avec des astronautes, on pense aux missions Apollo à la fin des années 60, début des années 70, les capsules Apollo orbitaient environ 200 km au-dessus de la Lune. Donc, lorsqu'on apercevait une partie de la face cachée, c'était une toute petite partie. Il fallait qu'elle soit bien éclairée pour qu'on voit des détails. Cette fois-ci, on est à grande distance. Pour donner un aperçu aux gens de ce que représente être à 6000 km de la face cachée, là, si vous prenez un ballon de basketball dans vos mains et que vous le tenez au bout de votre bras, c'est à peu près l'impression que ça donnait pour les astronautes de voir la prise de vue. Ouais, exactement. Donc, l'angle de vue. Bon, ce qui est historique également, c'est que jamais des astronautes n'ont été aussi loin de la Terre. Est-ce que ça a amené un niveau de danger plus grand, ça? Pas vraiment. À partir du moment où on quitte l'orbite basse de la Terre, donc essentiellement à peu près le niveau de la Station spatiale internationale, le niveau de risque augmente beaucoup. Et à partir de ce moment-là, c'est plus une question de distance. Le grand risque ici, ce sont les radiations. On est plus protégé par le champ magnétique de notre planète. Et donc, plus on va être à grande distance, plus le taux de radiation va augmenter. Évidemment, pour une mission aussi courte, d'une dizaine de jours, ça pose pas véritablement de problème pour la santé des astronautes, mais on veut mesurer ces niveaux de radiation. Dans l'éventualité, on va faire des missions beaucoup plus longues. On envisage des séjours sur la Lune de plusieurs semaines, voire mois. On envisage éventuellement même un voyage vers la planète Mars qui va durer au minimum une année, sinon 3 ans. Alors donc, comment se protéger d'un niveau de radiation aussi élevé? Et pour ça, justement, c'est l'un des buts d'Artemis, c'est d'installer un camp de base sur la Lune d'ici 2029. Est-ce que c'est réaliste, ça? L'échéancier m'apparaît très court. En termes d'exploration spatiale, 2029, là, c'est demain matin. Et il reste encore beaucoup d'étapes à franchir et pour lesquelles on doit connaître du succès avant d'être en mesure d'amener de l'équipement pour un camp de base sur la Lune. Présentement, la fusée Artemis et sa capsule Orion ne peuvent emporter que des astronautes et un peu de matériel. On n'a pas de quoi construire des caissons, des habitacles à la surface de la Lune. Et là-dessus, il va falloir compter sur l'expertise du privé, comme SpaceX ou Blue Origin.
Ça vous paraît un peu serré, c'est ce que je comprends. Rapidement, en quelques Tout à fait. secondes, Et moi, le budget m'apparaît aussi très, très faible. 20 milliards de dollars, ça me semble pas suffisant pour ce genre d'entreprise. Ceux qui peuvent avoir été inquiétés rapidement là, sur la perte de contact pendant 40 minutes avec la NASA aujourd'hui, c'est normal, j'imagine, parce qu'ils se trouvaient derrière la Lune, donc il n'y avait pas de contact, c'est ça? Exactement. Du côté de la Terre, on ne voit plus la capsule et vice-versa. Les astronautes ne voient plus la Terre. Donc, il n'y a pas de communication. Mais ça, c'était prévu. À la minute près même, je dirais presque à la seconde près. Ça s'est déjà produit dans le cas des missions Apollo. Alors, en principe, il n'y a pas de risque. Les astronautes sont dans une trajectoire qui a été calculée par les lois de la mécanique, de la mécanique classique. Et donc, on savait exactement où ils entraient et où ils sortaient. Tout ça est calculé là, au quart de tour, comme on dit. Ça se poursuit cette mission jusqu'à vendredi. Monsieur Lamontagne, merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de se reparler d'ici leur retour vendredi. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Est-ce que tu suis cette mission depuis son décollage, là? Non, j'ai déjà révélé la semaine passée, donc aux grandes dames de certaines personnes qui pourraient être déçues. Non, je ne la suis pas de près. Par contre, je suis, par exemple, les exploits, les records, comme aujourd'hui. De lire un peu les commentaires et les analyses. Donc ça, c'est beaucoup plus ce qui m'intéresse. Je ne regarde pas les vidéos, que ce soit de décollage ou de ceux qu'on est en train de voir en ce moment. Non, j'avoue que je ne fais pas partie de ces éléments. Moi, je retiens que l'astrophysicien a dit 20 milliards, c'est un trop petit budget. Oh boy, ça va combien? On ferait des choses avec un milliard. On a gagné, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est fait. C'est beaucoup ce que ça représente pour la science, là, moi, j'adore une journée comme honnêtement, celle-là. Puis j'adore des gens comme M. Lamontagne qui sont capables d'expliquer avec des métaphores le ballon de basket et tout. C'est là qu'on voit toute l'importance de la science et l'importance aussi de cette espèce de vision-là qu'on peut avoir pour l'humain. Oui, puis on comprend que les astronautes là, avaient quand même des choses à observer là, pour revenir avec des données de cette face cachée. Ça touche ces moments historiques-là qu'on vit ensemble. Oui, puis même qu'on est dans le débat, je n'étais pas du côté à dire j'étais nécessairement en faveur, mais c'était impressionnant quand même. Puis il l'a bien dit, il parlait de 20 milliards, mais ça démontre comment c'est fabuleux, mais comment on est encore petit face à l'univers en même temps. Oui, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un débat la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, sinon, allez sur notre... Si vous ne l'avez pas vu, allez sur notre site. Vous allez pouvoir revoir ça. Notre sondage express en ce lundi, ça porte sur l'ultimatum lancé par Donald Trump à l'Iran. Est-ce que vous croyez que le président américain va mettre sa menace à exécution? Allez vous exprimer. On aura les résultats au retour. Également, après la pause, des ministres sortent de leur neutralité pour appuyer Bernard Drinville. Le vent est-il en train de tourner dans la course à la chefferie de la CAQ? Nos débatteurs se prononcent dans un moment. Alors, ultimatum à l'Iran. Croyez-vous que Donald Trump mettra sa menace à exécution? Vous avez répondu oui à 19 %, non à 81 %. Si la grande majorité des Québécois veulent que la province reste un État laïque, nombreux tiennent mordicus à leurs congés fériés payés, comme ceux de Noël ou de Pâques, comme vendredi. C'est vrai que ces fêtes sont surtout l'occasion de passer du temps en famille, de se sucrer le bec, entre autres, bien sûr, puis de s'offrir des cadeaux quand c'est Noël. N'en reste pas moins que ces congés sont issus de célébrations religieuses. Leur nom en témoigne d'ailleurs toujours. Est-ce qu'on devrait abolir les fériés pour les fêtes religieuses dans un État laïque comme le Québec? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre sur nouveau.info, commentez également. On fait ça à 22h30. Parlons maintenant de la course à la direction de la Coalition Avenir Québec en cette dernière semaine de campagne, pour les deux candidats. Bernard Drinville vient d'obtenir des appuis, quand même des appuis de taille. 3 ministres qui avaient l'intention de rester neutres se sont finalement rangés derrière lui. Simon Jolin Barrette, Sonia Bélanger, Jonathan Julien disent avoir été convaincus par les idées de Bernard Drinville. Ça porte donc à 4 le nombre de ministres qui l'appuient, alors que 15 ont offert leur soutien à Christine Fréchette. Les membres du parti pourront commencer à voter dès demain pour choisir le successeur de François Legault. C'est un tournant majeur dans la campagne. Ça marque, je vous dirais, ce qu'on observe sur le terrain. Ça vient concrétiser ce qu'on entend sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a un véritable ralliement qui est en train de se faire. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais rester neutre et c'était vraiment mon intention. Et honnêtement, les débats ont commencé à me faire réfléchir autrement. Je crois à la troisième voie, je suis caquiste. Et c'est important pour moi d'avoir un leader qui s'assume.
Bon, là-dessus, Victor, est-ce que tu crois que ça va aider la candidature de M. Drainville? Certainement. Il y a des appuis qui sont de très haut niveau, mais je suis particulièrement frappé par l'appui de Simon Langevin Barrette. Oui. Celui qu'on a connu, on le disait à la blague, le fils spirituel de François Legault, qui décide d'appuyer Bernard Drainville. Ça envoie un message important. Je pense que ça peut faire une différence au niveau des indécis, notamment. Maintenant, la question qui va se poser, c'est le vote commence demain. Oui. Est-ce que ces indécis-là étaient assez nombreux pour faire tourner la balance du côté de M. Drainville? C'est ce qu'on va savoir le 12 avril prochain. Ces ministres-là voulaient rester neutres, décident comme ça à la dernière minute. Pourquoi ils choisissent un camp comme ça à la dernière minute, selon toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Là? Il y a deux choses particulières pour moi. C'est un, ils ont peut-être accès à des chiffres, Bernard Drainville, des résultats qui lui démontrent qu'il est vraiment en avance, contrairement à tout ce qu'on a comme scénario, les sondages, l'argent qu'aurait ramassé Christine Fréchette. Les appuis qu'elle a eus dans le caucus. Alors, est-ce que ces gens-là ont décidé de se rallier pour se positionner pour après? Ou bien, tout simplement, ils ont des frictions et ils n'ont pas l'intention même de se représenter ultimement. Ça pourrait être ça aussi. Je serais surpris de voir après cette course à la chefferie combien de ceux-là vont être encore sur les rangs à la prochaine élection. Intéressant. Frédéric, à ton avis, est-ce que Bernard Drainville incarne l'ADN de la CAQ, comme le dit Sonia Bélanger? Moi, je pense pas. Honnêtement, déjà que la CAQ peut être relativement populiste là, pour ce que ça veut dire. Je pense que Bernard Drainville a franchi le pas. Là. Il a été comparé à Trump il y a 3 semaines. Il dit, je m'en fous. Entre privatiser les transports publics, tout le reste, là, ce qu'il a pu dire sur les immigrants et autres. Et moi, contrairement peut-être à Victor, je suis peut-être pas tant surpris de Simon Jolin Barrette. Je vais dire pourquoi. Pourquoi? Parce que Christine Fréchette lui a très clairement fait savoir, ton truc de constitution, l'avortement, tu m'enlèves ça de là. La chicane a pogné, ça c'est clair, ça c'est un. Et de deux, par rapport à Sonia Bélanger, ma petite hypothèse, je vous l'ai dit la semaine passée, Lionel Carman, prochain ministre de la Santé. Alors peut-être que ces gens-là se disent, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. On y va all-in avec Drainville, puis on attendra de voir ce qui se passe. Intéressant. Déborah, est-ce que tu crois toujours que Christine Fréchette a de meilleures chances de l'emporter que M. Drainville? En tout cas, elle a commencé la campagne de la course à la chefferie très, si on veut, avec vraiment de forts appuis, beaucoup plus avec de ministres, députés. Définitivement, j'ai envie de dire, même, elle avait la tête de l'emploi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont derrière elle. Maintenant, ce sont les militants qui votent. On n'a pas accès à ces chiffres-là. On ne voit pas nécessairement la tendance. Mais je pense qu'elle a encore de bonne chance. Ceci étant dit, tout ce que mes collègues disaient, j'ai comme je suis en accord avec certains éléments, entre autres ce qu'Alain disait par rapport au fait que ça leur a pris du temps à ces 3 députés ministres de voir et d'être d'accord avec ce que Drainville dit, donc d'appuyer Drainville, j'ai envie de dire à minimum une, mais c'est beaucoup plus une stratégie pour la suite, peu importe si c'est Bernard Drainville ou Christine Fréchette qui sera élu à la tête de la CAQ, donc de voir un peu c'est quoi leur stratégie par la suite. Est-ce que vous attendez un taux de participation élevé des membres? Moi, je ne pense pas. Il dit 20 000 personnes. Il y en avait 15 000 qui étaient là au départ, mais c'est 15 000 qui étaient là peut-être depuis plusieurs années aussi. Victor, est-ce que tu crois que le parti va rester uni ou encore plus déchiré après cette élection-là? Moi, je pense que le parti va se déchirer. Je regarde l'appui d'aujourd'hui, puis je me dis, est-ce qu'il y en a qui vont retourner au Parti québécois? Est-ce qu'il y en a qui vont aller voir du côté du Parti conservateur du Québec? Mais c'est clair qu'il va y avoir une scission très forte parce que cette campagne à la chefferie a amené à des différences majeures. Est-ce qu'on verra, dans le fond, les désavantages d'une coalition quand ça commence à se diviser? Ça peut aller vers les autres partis, en effet. Surtout qu'il aurait juste quelques mois pour essayer de recoller les pots cassés. En effet. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Voici mon adresse. On vous parle de tout un exploit. Enfin, une jeune Québécoise qui a parcouru une partie de l'Europe à pied pour combattre le trafic des femmes et des filles. Elle a parcouru, imaginez, 3000 kilomètres et elle l'a fait en portant des talons hauts. Le projet lui a permis d'amasser près de 25 000 $ pour un organisme roumain. Elle ne compte pas s'arrêter là. Lila Mouche l'a rencontrée. Encore aujourd'hui, des millions de personnes sont victimes de la traite des humains, partout à travers le monde et même au Canada. Les victimes sont souvent des femmes et des enfants, utilisés pour la prostitution et le travail forcé. 93% des victimes de la traite des personnes sont des femmes ou des filles. Et là, il y a une jeune fille de 25 ans qui nous vient de l'Estrie et qui a décidé de marcher à travers l'Europe en talons pour lutter justement contre le trafic des jeunes filles. Son voyage a duré 9 mois. Eh bien, on va la rencontrer. Jour 280 à traverser l'Europe en talons
pour combattre le trafic des filles. Dernier jour, jour 18, jour 74, 174, jour 65 à traverser l'Europe en talons. T'es passé sur des grandes nationales, des grandes voitures de route hyper dangereux avec des camions. Ben moi c'est ça, c'était depuis le début, j'évitais le plus possible. Le danger extrême de la route nationale continue à full force. Il pleut, c'est juste des camions à 90 km/h à côté de moi, une petite erreur puis c'est capote. T'as choisi le sujet de la traite des femmes et des filles. Pourquoi ça? Ben, je pense que c'est vraiment d'actualité en ce moment. Je veux dire, la culture du viol en général, puis la culture de la violence sexuelle envers les femmes, c'est tellement présent dans nos vies. On se sent tellement impuissante que c'est une manière pour moi de dire, OK, je mets mon petit grain de sable. Je suis honorée d'annoncer que je vais ramasser des sous pour Reaching Out Romania. Ce projet-là aide les victimes de trafic humain depuis des années. La fondatrice Yana m'a expliqué qu'en ce moment, ils travaillent sur un projet après-école pour prévenir l'abus de drogue, le trafic d'avance dans les communautés fragiles. Puis les gens m'ont tellement aidé, les gens m'ont tellement donné sans rien me demander en retour. Mon rêve, ce serait de faire 1000 km dans tous les continents du monde. Oh nice! Fait que le Québec, à some point, va s'en venir, je sais pas quand. De 2014 à 2024, plus de 5000 affaires de traite de personnes ont été déclarées par les services de police au Canada. Et les victimes sont souvent des femmes autochtones. Tout ça n'est que la face visible de l'iceberg. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Oui, bien, quand même tout un accomplissement. Qu'est-ce que tu penses de cette façon d'attirer l'attention sur une cause, Déborah? Déjà, je lui lève mon chapeau. C'est beaucoup de courage et beaucoup de résilience, que ce soit par l'outil ou le moyen utilisé, la marche en talons hauts. Je pense être la seule personne autour de la table à porter des talons hauts. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. La distance, 3000 km. Donc déjà là, ça impressionne. Je pense que c'est un projet qui a tout pour attirer l'attention et avoir le rayonnement. Des fois, je me suis un peu perdue, c'est vrai, dans la cause exacte et comment on peut soutenir. Mais définitivement, chapeau à cette jeune femme de non seulement garder, vivre la mémoire de sa mère. Et ça, c'est très important. Oui, il faut continuer à mettre la lumière, Frédéric, sur l'exploitation sexuelle à travers le monde. Absolument. Puis quel coup de gueule fantastique. Je me prononcerai pas sur les talons hauts, je te fais amplement confiance, mais sur la cause, sur la cause, je veux dire, on en parle déjà là. Hein? Et puis pour le reste, je veux dire, ça risque de passer à l'histoire en quelque sorte comme étant peut-être un mouvement pour le futur aussi. Oui. Beaucoup de respect pour ce genre de défi, Victor? Beaucoup de respect parce qu'on trouve des façons aussi originales de faire parler de cette cause-là. Et d'ailleurs, il y avait un coureur au marathon de Chicago qui avait couru le marathon en talons aussi pour faire valoir la question des violences sexuelles. Il y a des courses comme celle-là, donc bravo à ces gens qui mettent les efforts pour faire parler de ce sujet qui est essentiel. Oui, en effet. De façon originale, mais après ça, il faut se concentrer sur justement la cause en question. Voilà comme on a vu l'actualité. À vos cellulaires, tablettes, on va parler du congé Pascal, entre autres. Le débat commence dans 30 secondes.